Personne ne sait vraiment qui était Ronald Reagan. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime tant. Il gagnait toujours, et il a gagné parce que les gens le sous-estimaient. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. I congratulate you, sir. En 1967, Ralph Salerno, expert de la mafia pour la police new-yorkaise, déclarait « Un jour, le crime organisé placera un homme à la Maison-Blanche et il ne le saura que le jour où on lui présentera l'addition. » Comment un acteur de série B, que rien ne prédestinait à devenir l'homme le plus puissant du monde, a-t-il été placé à la Maison-Blanche grâce au crime organisé ? Qui sont les hommes qui l'ont aidé? Quels compromis a-t-il dû faire et quelles alliances a-t-il dû accepter? Qui était vraiment Ronald Reagan? Sous cette image de cow-boy hollywoodien, devenu le 40e président des États-Unis pour 2 mandats d'affilée, l'homme est en fait beaucoup plus trouble qu'il n'y paraît. Celui que les républicains encensent aujourd'hui comme le héros qui a mis fin à la guerre froide en faisant plier Gorbatchev et fait tomber le mur de Berlin, n'avait pas été placé là par hasard. C'est cette histoire méconnue sur les liens de Ronald Reagan avec la mafia que le journaliste d'investigation Dan Moldea a révélé en 1986, après une enquête minutieuse qui l'a mené tout droit à la Maison-Blanche. D'un point de vue politique, il est très impopulaire d'enquêter sur le crime organisé. J'ai tout de même commencé à donner des conférences sur le problème grandissant des relations du président Reagan avec des individus liés au crime organisé, et plus particulièrement à la mafia. Après avoir fait 2 ou 3 interventions sur ce sujet, je me suis retrouvé sous le feu de la presse conservatrice, notamment Human Events et d'autres journaux, qui voyaient cela comme le nouveau défi lancé par la gauche à la présidence de Reagan, alors que la gauche n'a pas suivi. En réalité, j'étais le seul à crier pour dénoncer le problème. Il y avait peut-être 2 ou 3 autres personnes qui avaient des infos sur le sujet, mais j'étais plus ou moins seul quand je parlais des relations de Reagan avec la mafia. James Ellroy est un spécialiste de l'Amérique corrompue, des flics véreux, de la mafia, de cette époque qui va façonner Ronald Reagan. Comment ce pur produit de l'Illinois profond, maître nageur à ses heures perdues, a-t-il fini à la Maison-Blanche? Reagan a débuté comme commentateur sportif à Des Moines, dans l'Iowa. Il avait l'âme d'un conteur d'histoire. À mon avis, c'est un homme qui se sentait bien quand il était dans ses pensées, quand il laissait libre cours à son imagination. Tout était matière à histoire, matière à récit pour Ronald Reagan. Reagan n'avait pas fait de grandes études. Il n'avait pas vraiment de formation universitaire. Il ne venait pas, comme on pourrait le croire, d'une grande famille, à l'instar de Roosevelt, de John Kennedy ou d'autres. Il n'était pas du tout issu du même milieu. Mais le personnage avait quelque chose de charismatique. La force d'un jeune homme parti de rien et qui devient une grande figure politique, tout cela par lui-même.
J'insiste sur ce point. C'est en quelque sorte l'histoire américaine classique. Comme Lincoln, de la cabane en rondin à la Maison-Blanche, c'est l'aspect très captivant de l'histoire de Ronald Reagan. Son objectif était d'aller à Hollywood pour essayer de décrocher un emploi dans les studios de cinéma. Il est parti en voiture pour la Californie tout seul et il s'est présenté dans un studio. Évidemment, les gens du studio l'ont trouvé beau. Il était bien bâti et il savait monter à cheval. Every word. Take care of yourself, George. Don't worry about that. Goodbye, darling. Bien sûr, à l'époque, Hollywood, le pays tout entier adulait les stars. Il n'y avait que les films qui comptaient. C'était l'âge d'or du cinéma. Mais c'était aussi l'époque de la dépression jusqu'à la fin des années 30. Peu de gens pouvaient vivre la vie glamour des acteurs qu'ils voyaient à l'écran. C'était un univers entièrement nouveau pour Ronnie. Un univers très glamour. Je crois que c'est le seul mot qui convient. Il travaillait pour le meilleur studio de la ville, Warner Brothers, et tournait avec de grands réalisateurs. Go and get a uniform, report to the scrubs. Why? Because I think you'd make a football player. I doubt it. Try it anyway. All right, if you insist. Now, wait a minute. What's your name? Kip. George Kip. What's yours? Pour comprendre Ronald Reagan, pour savoir réellement qui était l'homme, cette figure majeure de l'histoire américaine, il faut revenir à l'époque où il travaillait dans l'industrie du cinéma. Reagan arrive à Hollywood en 1937. Il était représenté par l'agence MCA, la Music Corporation of America. MCA est à l'époque la plus grande agence artistique. Toutes les stars d'Hollywood sont sous contrat avec elle. L'agence a été créée à Chicago en 1924 avec l'aide de la mafia d'Al Capone. Et quand elle déménage à Hollywood, elle emmène avec elle ses méthodes et ses dirigeants mafieux. L'histoire de Ronald Reagan commence ici et ne s'arrêtera plus. Il va y rencontrer les hommes qui tireront les ficelles tout au long de sa carrière. Un certain Lou Wasserman avait rejoint MCA en 1936. Lou Wasserman était en quelque sorte devenu le protégé de Jules Stein, qui avait créé MCA en 1924. La principale activité de l'agence consistait à faire tourner des groupes de musique dans divers nightclubs à travers le pays. Stein lui-même avait tissé des liens étroits avec la pègre, car il ne pouvait pas faire des affaires avec les nightclubs, surtout à l'époque de la Prohibition, sans négocier avec les pontes du crime organisé. MCA était donc une entreprise qui tirait profit des relations qu'elle entretenait depuis longtemps avec la mafia. Quand Reagan entra chez MCA, Lou Wasserman devint son agent et lui décrocha quelques films qui eurent un certain succès avant de faire de lui son premier client à signer un contrat d'$1 million. Lou Wasserman était le grand ponte d'Hollywood dans les années 40 et 50, et probablement jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Il est possible qu'il ait eu des liens mafieux avec des gangsters juifs et italiens de Chicago et de Cleveland. Cette alliance entre Lou Wasserman, Jules Stein et Ronald Reagan va bientôt leur permettre de prendre la tête de l'industrie cinématographique. Tout commence dans les années 30, quand le crime organisé décide de s'implanter à Hollywood. À cette époque, Hollywood est à feu. Les grèves éclatent les unes après les autres dans les studios. Fini les conditions de travail exécrables. Les acteurs et les techniciens descendent dans la rue. Ils déclenchent des manifestations extrêmement violentes et des grèves sans précédent. Les patrons de studios perdent beaucoup d'argent et paniquent, car l'industrie est paralysée. Ils font alors appel à la mafia de Chicago pour venir mater cette révolte sociale. Les gangsters débarquent en ville.
Leur stratégie est d'infiltrer par la force les syndicats d'Hollywood pour contrôler les grévistes. La clé pour comprendre ce système, c'est que pendant très longtemps en Amérique, la mafia de Chicago a contrôlé les syndicats. Et c'est là que tout commence. Puisque la pègre avait la main mise sur les syndicats, tout le monde devait négocier et entretenir de bonnes relations avec elle. C'était une stratégie brillante. Si vous contrôlez la main-d'œuvre, les patrons sont obligés de vous rendre des comptes. Au cours des années 30, la mafia a progressivement pris le contrôle du syndicat des camionneurs, les Teamsters, et aussi des différents syndicats du spectacle. Elle a fait venir à Hollywood ces hommes qui travaillaient pour la pègre de Chicago pour jouer les gros bras. Quand les patrons des studios travaillaient avec la mafia, ils avaient besoin de quelqu'un pour assurer la liaison, la communication entre les syndicats et les studios. Par exemple, si vous étiez le patron de Columbia Pictures et qu'il y avait une grève dans le studio, vous ne saviez pas qui appeler à Chicago. Il vous fallait un nom. Ce nom, c'est Sidney Korshak. Avocat inconnu du grand public, il était l'intermédiaire idéal du crime organisé. Cet émissaire d'Al Capone a fait trembler Hollywood, Las Vegas et Washington pendant plus de 50 ans. Typiquement, le patron d'un studio disait « Monsieur Korshak, on tourne un film la semaine prochaine et on ne veut pas de problème avec les syndicats. » Korshak répondait « Bien sûr, quel est votre budget ?» Il notait le montant. « D'accord, je vous rappelle tout de suite. » Il appelait les mafieux de Chicago qui fixaient un prix. Puis, il rappelait le studio et leur disait « Pour 100 000 $, vous n'aurez aucun problème. Aucun conflit social. » Quand j'ai démarré ce projet, Jack Tobin, le parrain des journalistes spécialistes de la mafia, m'a dit « Si tu enquêtes sur Reagan, tu dois aussi enquêter sur Sidney Korshak, parce que c'est lui qui était proche de Reagan. » En 1946, Jules Stein devient président du conseil de MCA et nomme Lou Wasserman à la tête de l'agence. Lou Wasserman devient donc le PDG de l'entreprise et il travaille en étroite collaboration avec Sid Korshak. Sid Korshak est en partie responsable de l'ascension de MCA, mais également de celle de Ronald Reagan. Lou Wasserman avait besoin d'alliés afin de poursuivre sa montée en puissance dans l'industrie du spectacle. En particulier en ce qui concernait le contrôle des syndicats. Et l'homme à qui il faisait appel quand il avait besoin de gros bras, quand il voulait peser sur les syndicats, soit pour commencer un tournage, soit pour y mettre un terme, c'était Sidney Korshak. L'influence de Korshak sur Reagan a toujours été dans l'ombre. Effectivement, Sidney Korshak sera toujours dans l'ombre de Reagan. Il ira même jusqu'à lui présenter son entourage, qui le suivra jusqu'à la Maison-Blanche. Les propres avocats de Reagan, dont William French Smith, qui est devenu plus tard son ministre de la Justice, étaient de fidèles associés de Korshak. Reagan connaissait Lou Wasserman, qui connaissait Sidney Korshak. Lou et Sid connaissaient les gars de Chicago, les gars de Détroit et les gars de Cleveland. Très vite, on se prend à chercher un sens caché, une logique dans ces liens. Il est très difficile de ne pas tirer des conclusions hâtives lorsqu'on avance des arguments fondés sur des présomptions, des preuves indirectes. Post hoc ergo propter hoc. À la suite de cela, donc, à cause de cela. Lou Wasserman connaissait Reagan. Lou Wasserman connaissait Sid Korshak, l'avocat de la mafia de Chicago.
Les gars de Chicago étaient en cheville avec ceux de Cleveland et de Détroit. Donc, Ronald Reagan devait faire partie des gars. Ou tout au moins, il connaissait Sam Momo Giancana, ou Anthony de Big Tuna Accardo, ou les malfrats du Purple Gang, ou Meyer Lansky, ou Benjamin Bugsy Siegel. Mais à mon avis, c'est très peu probable. Peu probable pour certains, évident pour d'autres, ces liens ne cessent de soulever doutes et interrogations. À l'époque, Hollywood était un endroit foutrement dans le vent. Quand LA était encore une ville qui avait de la gueule, il y a bien longtemps de cela. Avant le smog, avant les 10 millions d'automobiles, avant les taux de pollution records, avant la criminalité, le fléau de la drogue et tout le reste. Hollywood était une société relativement fermée, un monde aux mœurs légères, comme il l'est encore aujourd'hui, un monde où régnait le vice. Et l'arrivée de Ronald Reagan fut un peu le mariage de la carpe et du lapin. En 1947, la carrière politique de Ronald Reagan débute lorsqu'il devient président du puissant syndicat des acteurs. Il va y faire ses preuves en tant que leader syndical. Tout va basculer pour lui lorsqu'il accepte de franchir la ligne jaune en aidant son entourage à organiser la plus grande arnaque de l'histoire d'Hollywood. Reagan s'est fait beaucoup d'amis dans l'industrie du cinéma. Sa popularité au sein de la Screen Actors Guild, le syndicat des acteurs, grandit à tel point qu'il en est élu président en 1947. Et il sera réélu à sa tête 4 ou 5 fois jusqu'en 1952. Donc, dans la période d'après-guerre, Reagan devient pour ainsi dire un leader syndical. Il a pris de plus en plus d'importance au sein de la Screen Actors Guild, de plus en plus de pouvoir, tout simplement parce qu'il a découvert, et son entourage avec lui, qu'il était un négociateur né. On retient toujours la même image de lui à Hollywood, celle de Bedtime for Bonzo, l'image d'un homme plutôt lent et stupide. Pas du tout. C'était un homme très réfléchi, très intelligent. Croyez-moi, c'était quelqu'un de très intelligent. Et le syndicat des acteurs l'a bien compris. Negotiators for both sides express satisfaction with the contract and the belief that it's fair and equitable and will lead to stable labor management relations in the industry. Le syndicat des acteurs a fait son éducation politique au fil de son parcours jusqu'au sommet de la hiérarchie. Les choses ne se sont pas faites en un jour, mais en 4 ans, il est devenu président de la Screen Actors Guild, c'est-à-dire un homme très puissant. N'oublions pas qu'à l'époque, le syndicat des acteurs comptait environ 25 000 membres. Jusqu'à un certain point, tous les studios devaient se plier aux exigences de la Guilde, car elle avait le soutien des grands acteurs qu'elle aidait, entre autres, à trouver des rôles. Reagan est donc arrivé à une période décisive. D'une certaine manière, la Screen Actors Guild était probablement à cette époque-là le syndicat le plus influent d'Hollywood. Ces membres n'étaient pas des scénaristes ou des techniciens, mais des figures bien connues de tous les Américains. Tout le monde connaissait Ronald Reagan, Humphrey Bogart ou Gary Cooper, toutes les grandes stars de l'époque. On ne pouvait pas tourner un film sans eux. Le public payait pour voir les stars. C'est pour cette raison que la Screen Actors Guild était à bien des égards le syndicat le plus influent d'Hollywood. Il s'est passé quelque chose d'intéressant quand Reagan a été élu président du syndicat des acteurs. Si la place de président de la Screen Actors Guild s'est libérée pour Reagan, c'est en partie parce que l'acteur Robert Montgomery, qui dirigeait le syndicat à l'époque, a dû quitter ses fonctions car il avait décidé de se lancer dans la production de programmes pour la télévision. À cette époque, en 1947,
On ne pouvait pas être à la fois un producteur qui engageait des acteurs et un agent qui représentait les intérêts professionnels de ces mêmes acteurs. Les deux forces s'opposaient. Il y avait conflit d'intérêts. Robert Montgomery a donc choisi de devenir producteur de télévision. Il a quitté la Screen Actors Guild et Reagan lui a succédé à la tête du syndicat. Ronald Reagan, en tant que président du syndicat, est tenu de protéger les intérêts des acteurs. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Les syndicats ont une règle simple. Un agent ne peut pas être en même temps producteur. Son rôle étant de négocier le plus gros cachet pour les acteurs qu'il représente. S'il est en même temps producteur, il va vouloir réduire le coût du film et baisser les salaires. L'acteur sera alors le perdant de l'histoire. Mais MCA ne compte pas renoncer ainsi aux millions de dollars qui sont en jeu et compte bien jouer des deux côtés de la table. Comment contourner le problème? La réponse, vous obtenez un accord du syndicat. Cet accord secret était une idée de Jules Stein, de Korczak et de Lou Wasserman. Mais pour que le plan fonctionne, il leur fallait obtenir la coopération des stars. Or, celles-ci étaient toutes membres de la Screen Actors Guild. Et le président du syndicat était un acteur sur le retour du nom de Ronald Reagan, qui se trouvait également être le client de Lou Wasserman chez MCA, et ce, depuis 10 ans. Wasserman persuada Reagan de lui accorder cette autorisation pour permettre à MCA de négocier des deux côtés de la table et d'empocher tous les droits. Toutes les recettes générées par cette activité très lucrative qu'était la production. Et Reagan a accepté. La Screen Actors Guild a octroyé cette faveur à MCA et à personne d'autre, ni à l'agence William Morris, ni à Famous Artists, ni à aucun studio. Aucune autre agence artistique ne bénéficiait de ce deal avantageux. Uniquement MCA. Et pendant les 10 ans qui ont suivi, la conséquence directe de cet accord, très favorable, c'est que MCA a gagné des fortunes et qu'elle a multiplié son pouvoir par 100. MCA voulait négocier avec le syndicat des acteurs pour bénéficier d'accords avantageux. Alors elle a placé son candidat, Reagan, en lui promettant une grande carrière s'il parvenait à baisser les salaires des acteurs au profit de l'agence. Donc en réalité, Reagan a poignardé les acteurs dans le dos pendant qu'il était président de la Screen Actors Guild. Cela dit, il a été récompensé après avoir quitté la présidence du syndicat. Il est devenu acteur. Ce n'était pas un grand acteur, ni même un bon acteur, mais MCA lui a donné une carrière. C'était le retour d'ascenseur. Well, there I was, right out in the middle of Kansas, facing 500 crazy fanatics, heavily armed. And me with only 15 soldiers. Good heavens, Captain, how terrifying. What did you do? I sized up the situation at a glance, dismounted, and walked straight toward him. Not alone. My dear young lady, there comes a time in every soldier's life when he must stand or fall alone. And if you knew the Army, you'd understand that he who hesitates is lost. Oh, simply wonderful, Captain. Oh, it was nothing, really. Une quinzaine d'années n'auront pas suffi à cet Errol Flynn de série B, comme il le disait lui-même, pour devenir une star. Au milieu des années 50, Ronald Reagan est toujours cantonné au second rôle. Sa carrière est au point mort et il commence à avoir des difficultés financières. À chaque fois que Reagan avait des soucis d'argent, MCA venait à sa rescousse. Comme Reagan devait régler rapidement ses problèmes avec le fisc, MCA lui a trouvé un contrat à Las Vegas. Évidemment, quand le jeu génère de l'argent,
En particulier quand il est institutionnalisé sous la forme de casino, la pègre n'est jamais très loin. Et partout où était implantée la mafia, on pouvait s'attendre à ce que Sidney Korshak occupe la suite royale. Et c'est ce qui s'est passé au début des années 50, quand Las Vegas s'est transformé en ville à la mode. Las Vegas est devenue la nouvelle scène du music hall, où il était commode d'envoyer travailler les acteurs. Sidney Korshak met alors sur pied un deal avec MCA. L'agence lui envoie ses acteurs dont la carrière bat de l'aile pour remplir les shows des casinos, alors aux mains de la mafia. Ce qui va bien servir à Ronald Reagan et enrichir un peu plus MCA. Ronald Reagan est un bon exemple, car il n'arrivait pas à vivre de son métier au début des années 50. Il était considéré comme un acteur fini. Personne ne l'engageait. Alors, son vieil ami Lou Wasserman a téléphoné à Korshak. Et Korshak s'est arrangé pour lui trouver un boulot de maître de cérémonie dans un spectacle à Las Vegas. Reagan a été engagé à la Ramona Room, au Last Frontier, où il chantait et dansait. Il présentait les Continentals, un groupe de comiques, et d'autres numéros de music hall. C'était un spectacle amusant, un boulot anodin, mais Reagan a touché, directement ou indirectement, assez d'argent de la part de la mafia de Chicago pour payer ses arriérés d'impôts. Ça l'a aidé à résoudre ses problèmes, du moins temporairement. Une fois les dettes épongées, Ronald Reagan quitte Vegas. Mais son train de vie hollywoodien le remet en difficulté. MCA lui décroche alors de gros cachets publicitaires. Une fois de plus, c'est Lou Wasserman qui règle le problème. When we're on a Death Valley day set and water's not handy, Barexo Waterless Hand Cleaner really cleans up for us. Just a dab. Removes paint, grease, tar, carbon, ink, even plain dirt. Anytime, anywhere, without water. The whole crew swears by Barexo Waterless, and so will you. Mais quand il est retourné à Hollywood, ses problèmes financiers étaient loin d'être réglés. Et c'est une fois de plus MCA qui est venu à son secours en lançant son émission phare, le General Electric Theater. L'animation du General Electric Theater fut confiée exclusivement à Reagan. Chaque semaine, il faisait une petite présentation pour laquelle il touchait $125 000 par an, un salaire mirobolant pour l'époque. For General Electric, here is Ronald Reagan. Good evening on this last Sunday before Christmas. The Christmas season is a time for the family, and so I'd like to introduce my family. This is my wife, Nancy. Good evening. And our daughter, Patty. Say hello, honey. Hello. Christmas is also a time for music. And tonight we're going to present a musical story. The same musical play that won so much praise last year. A child is born. Now, about our play. Our story takes place in a small inn, far away in the sleepy little town of Bethlehem of Judea. Reagan a accepté une offre à la télévision au moment où celle-ci commençait à représenter une importante source de divertissement pour les Américains. Il est devenu présentateur, acteur occasionnel et producteur d'une émission hebdomadaire intitulée le General Electric Theater. Il s'agissait d'une anthologie qui proposait chaque semaine une fiction dramatique ou comique. La série recevait le concours des meilleurs scénaristes du pays. De grandes figures d'Hollywood, des stars du cinéma, y faisaient des apparitions. Mais il y avait aussi de jeunes talents qui commençaient à percer, comme James Dean. Ce fut un avantage énorme pour Ronald Reagan quand il se lança plus tard dans la politique, car l'émission était regardée par des millions d'Américains. Il ne l'avait peut-être pas vu au cinéma 5 ou 10 ans auparavant, mais là, ils le voyaient chaque semaine, dans leur salon, sur leur écran de télévision, s'adressant directement à eux.
Pour quelqu'un qui veut entrer en politique, c'est une bonne stratégie, une formidable tribune. Et Reagan en a bénéficié. Next week, we bring you an exciting story, The Shadow Outside, starring the lovely and talented Terry Moore. Meanwhile, from General Electric and from my family and myself, a Merry, Merry Christmas. Patty, don't you want to say Merry Christmas? Well? Merry Christmas. Ronald Reagan était plus qu'un porte-parole de General Electric. Il parcourait tout le pays pour visiter les bureaux, les usines et les grands entrepôts de la firme. Il allait parler aux employés de General Electric des développements de l'entreprise, de toutes sortes de sujets. Et il est devenu leur porte-parole officiel. À ce moment-là, les républicains dont il s'était rapproché se sont rendus compte qu'il faisait aussi un excellent VRP de la politique. On le voit bien dans ses prestations. Ça glisse tout seul. Il est imperturbable. Il n'est pas très doué pour exprimer des sentiments profonds. Mais pendant tout le temps où il est à l'écran, on ne regarde que lui. Je crois que son expérience d'acteur l'a préparé à son rôle de personnage public, son rôle de porte-parole de General Electric, de porte-parole des conservateurs américains, de porte-parole de l'anticommunisme, de porte-parole de l'économie de marché, et plus tard a fait de lui un gouverneur et un président des États-Unis visionnaire. À la fin des années 50, il y avait eu de très nombreux signalements, de très nombreuses plaintes déposées auprès du ministère de la Justice à propos de MCA et de son monopole sur les artistes à Hollywood. Au point qu'en 1958, une enquête officielle sur les activités de l'entreprise fut ouverte par la division antitrust du ministère de la Justice. On reprochait à MCA de contrôler, sans réelle opposition, tout ce qui se passait à Hollywood. Donc, quand Bobby Kennedy accéda au poste de ministre de la Justice, le dossier était déjà solide. Bon nombre de célébrités furent appelées à comparaître devant une commission. En 1962, grâce à un dossier extrêmement fourni, la commission inculpa MCA et lui ordonna de choisir clairement son activité. Êtes-vous une agence artistique ou un studio qui produit des films et des émissions de télévision? MCA devait faire un choix. À l'été 1962, Jules Stein et Lou Wasserman, sur les recommandations et avec l'accord de Sidney Korshak et de la mafia de Chicago, décidèrent d'abandonner leur activité d'agent artistique, d'acheter Universal Pictures et de se consacrer à plein temps à la production. Lou Wasserman et Jules Stein réalisent qu'ils n'arriveront pas à négocier avec le clan Kennedy, alors au pouvoir. L'idée d'un président qui leur serait acquis devient une nécessité. Ils voient en Ronald Reagan le candidat parfait qui a su déjà plusieurs fois se montrer fidèle et obéissant. Leurs manœuvres secrètes finissent par attirer l'attention du ministère de la Justice. Bien sûr, l'enquête se focalisait sur MCA, mais aussi sur le syndicat des acteurs, entre autres. Il y eut notamment une enquête fédérale, à la fois pénale et civile, visant la Screen Actors Guild, et plus particulièrement Ronald Reagan. Par voie de conséquence, en février 1962, Reagan fut cité à comparaître devant une commission fédérale, le grand jury.
Le ministère de la Justice le soupçonnait d'avoir touché des pots de vin de la part de MCA en rétribution de l'accord secret qu'il avait conclu avec l'agence. On rapporte que Reagan a souffert d'amnésie durant toute sa déposition, au point qu'il ne se souvenait même pas des décisions les plus importantes qu'il avait prises au cours de son mandat à la tête du syndicat des acteurs. C'est le procureur John Fricano qui interroge Reagan pendant les audiences. Et Fricano avait la conviction que Reagan s'était parjuré à plusieurs reprises, que les moments où il manquait de clarté étaient une mise en scène, que ces trous de mémoire l'arrangeaient et qu'il entravait le cours de la justice. Fricano lui demande « Vous étiez bien le président du syndicat des acteurs en 1952 ?» « Oui, répond Reagan. Fricano poursuit « C'était une question très importante que le comité de direction abordait et la règle numéro 1 du syndicat des acteurs. » Reagan demande quand la réunion a eu lieu. Le procureur répond « En juillet 1952 ». Reagan lance « Le fait que je me sois marié en mars 1952 et que je sois parti en voyage de noces explique peut-être que mes souvenirs soient un peu flous. » Fricano enchaîne « En 1952, alors que vous étiez président du syndicat des acteurs, celui-ci n'a-t-il pas donné son accord tacite à MCA pour qu'elle produise des films de télévision ?» Reagan répond « Oh, nous avons donné notre accord. Je ne sais pas exactement à quelle date il a pris effet, mais nous avons donné notre accord à MCA pour qu'elle se lance dans la production, comme nous l'avons fait avec d'autres. » Malgré l'insistance du procureur, Reagan est incapable de citer une autre entreprise qui ait obtenu ce genre d'autorisation de la part du syndicat. Fricano poursuit « Pouvez-vous expliquer à la commission pourquoi la Screen Actors Guild a accordé cette autorisation à MCA ?» Reagan répond « Eh bien, je peux vous dire une chose, l'une des raisons pour lesquelles ce point ne me semblait pas si important, c'est que je n'y voyais aucun mal. Je faisais partie de ceux qui avaient foi en cette décision, car c'était une époque de grand désarroi dans l'industrie du cinéma. Je soutenais tous ceux qui créaient des emplois, et je n'ai vu aucun mal dans cet accord. » Le procureur lui demande « Vous rappelez-vous avoir participé aux négociations entre MCA et le syndicat des acteurs qui ont abouti à cet accord en juillet 1952 ?» Reagan « Non. Je crois vous avoir déjà dit que je ne m'en souvenais pas. Je n'en ai aucun souvenir. » Fricano répète sa question. « Avez-vous pris part au nom du syndicat aux négociations avec MCA concernant l'autorisation de produire des films ?» Reagan répond « Sincèrement, je ne m'en souviens pas. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas souvenir, c'est que je tournais un film de cow-boy à Glacier Park. Il est donc très possible qu'il y ait eu des négociations auxquelles je n'ai pas participé, mais je n'en ai aucun souvenir particulier. » Comme à son habitude, Reagan continue de donner des réponses évasives. Je formule 5 accusations dans mon livre Dark Victory. Ronald Reagan était une pure création de MCA. Reagan a été assigné à comparaître devant une commission fédérale à cause de ses relations avec MCA, de leur accord secret et des pots de vin présumés qu'il a reçus de l'agence. Reagan a aidé MCA à devenir une entreprise multimilliardaire et MCA l'a aidé à son tour à devenir multimillionnaire. J'avance également que MCA a collaboré avec le crime organisé tout au long de son histoire. Que Reagan a été influencé tout au long de sa carrière par des gens liés au crime organisé qu'il avait rencontrés par le biais de MCA. Et je dis enfin que les nominations qu'il a faites et la politique qu'il a menée quand il est devenu président ont été influencées par ces mêmes personnes liées au crime organisé. Reagan avait une grande qualité. Il a toujours été loyal envers ceux qui lui étaient loyaux. C'est l'histoire de sa vie. Ronald était un homme loyal. Les gens étaient loyaux envers lui et chacun en tirait avantage. Ça a été le secret de son accession au pouvoir.
Que ce soit avec Jules Stein, avec Lou Wasserman, que ce soit avec Sid Korczak, c'est mon opinion, que ce soit avec ses proches conseillers plus tard à la Maison-Blanche, le secret de Reagan était sa capacité à accepter la loyauté des autres et à accorder la sienne à ceux qui lui faisaient confiance. Loyal aux hommes qui lui sont profitables. Ronald Reagan a été un démocrate convaincu, fidèle partisan de Roosevelt pendant des années. Il décide de changer de camp politique dans les années 50 et rejoint officiellement les Républicains en 1962, qui vont lui offrir sa carrière politique. Reagan n'était pas le démocrate hollywoodien typique, et certainement pas un progressiste. Mais à mon avis, ce qui l'a le plus marqué, c'est l'enquête antitrust visant MCA. Il y voyait une ingérence du gouvernement dans le système de la libre entreprise. Personnellement, je considère que l'accord secret voté par le syndicat en juillet 1952 était un acte de corruption. Mais Reagan pensait que MCA était en droit de tirer profit du cadeau que lui avait très généreusement fait le syndicat des acteurs, et que le gouvernement n'avait pas à intervenir dans leurs affaires. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il a adopté une position hostile au gouvernement et qu'il a rejoint les rangs des conservateurs. C'est certainement un moment clé dans sa carrière politique. Ce n'est qu'en 1962 que Reagan a changé de carte de parti pour passer de démocrate progressiste à républicain conservateur. We who are Republicans have been handed a unique challenge ourselves and a responsibility. Après une série d'événements remontant jusqu'aux années 40, Ronald Reagan avait conclu que le Parti démocrate n'en avait pas assez fait pour combattre le communisme. Les démocrates n'avaient pas pris les positions fermes et les mesures énergiques qu'il préconisait. Reagan avait combattu les communistes à Hollywood. Il connaissait leur façon d'opérer. Il connaissait leur stratégie, leur tactique. Et il estimait que le Parti démocrate n'avait pas géré la situation comme lui l'aurait fait. Reagan était un libéral, adepte du New Deal et un anticommuniste. Il était partisan d'un progrès social orchestré par l'État. Et il a vu que rien de tout cela ne se profilait. On a coutume de raconter que le fisc a failli littéralement le saigner à blanc. Il s'est donc mis à nourrir une saine aversion pour les administrations. Et il a vu le communisme tel qu'il était, sans jamais changer d'avis. I've come to a decision that even a short time ago I would have thought impossible for me to make. And yet I make it with no lingering doubts or hesitation. As of now, I am a candidate seeking the Republican nomination for governor. En 1966, quand Reagan a commencé à faire campagne pour le poste de gouverneur de Californie, il avait à nouveau des problèmes financiers. Et c'est Jules Stein qui a volé à son secours. Reagan avait à Malibu Canyon une propriété qu'il avait l'intention de vendre. Il ne voulait pas briguer le poste de gouverneur en ayant des problèmes d'argent, car tout peut être découvert, tout peut être révélé, tout est rendu public dès qu'on occupe une fonction d'élu. Il fallait donc régler le problème. Reagan avait à nouveau besoin d'argent. Jules Stein s'est arrangé pour que Reagan vende son ranch à la 20th Century Fox, une transaction qui lui a rapporté beaucoup d'argent. Ils ont vendu à la 20th Century Fox la propriété de Reagan, qui faisait 95 hectares. Je crois qu'elle faisait 120 hectares en tout. Le prix d'achat avoisinait les $2 millions. Je crois que c'était $1 930 000, ce qui fait $3 200 l'hectare. Or, le prix du terrain était estimé à moins d'$1 million, seulement $1 600 l'hectare, c'est-à-dire moitié moins. Donc, la 20th Century Fox a payé grosso modo le double de la valeur réelle de la propriété.
Tout cela n'avait rien de flagrant. Ce n'était pas « tiens, on va lui donner du fric ». Il s'agissait de services que les gens de ce milieu avaient l'habitude de se rendre. Écoute, Ron a besoin d'un peu d'argent, voyons comment on peut l'aider. Il n'est pas souhaitable qu'Universal Pictures ou MCA s'en occupent directement, alors on va demander à nos amis de la Fox de s'en charger. Que Jules Stein ait financé la vente lui-même ou avec l'aide de partenaires, cela ne change pas grand-chose à l'affaire, car tout cela se passait au sein de la famille, de la communauté des studios d'Hollywood, qui installait l'un des siens au poste de gouverneur de Californie. In California, actor Ronald Reagan and Mrs. Reagan arrived to cast their votes in the state's primary election. He's the Republican nominee for governor. It's his first political contest. His landslide victory has national significance. If he wins in November, party leaders predict he may rival Nixon and Romney as a presidential candidate in 1968. Le 2 janvier 1967, Ronald Reagan est élu gouverneur de Californie. La première pierre est posée. Son entourage avait vu juste en misant sur lui. Il sera réélu pour un deuxième mandat jusqu'en 1975, avant de briguer l'investiture présidentielle. Ralph Salerno, l'ancien chef de la police de New York, a dit un jour que la mafia placerait un homme à la Maison-Blanche, mais qu'il ne le saurait qu'au moment où elle lui présenterait l'addition. En 1980, Ronald Reagan remporte l'investiture présidentielle pour les Républicains. Quelques mois plus tard, le 4 novembre, il est élu 40e président des États-Unis par une victoire écrasante sur son adversaire, le président sortant Jimmy Carter. Il est temps, maintenant, de payer l'addition. Quand Reagan devient gouverneur, et plus tard quand il devient président, toutes les enquêtes sur le crime organisé sont purement et simplement classées. Quelle coïncidence! Il y avait une grande enquête fédérale sur le crime organisé, le dossier était énorme, mais le nom de Korczak n'était même pas cité. Je m'appelle Marvin Rudnick. J'ai été procureur fédéral à Los Angeles. J'ai occupé ce poste pendant 10 ans, jusqu'au jour où le ministère de la Justice a clos tous mes dossiers. En 1984, j'ai poursuivi pour fraude fiscale un mafieux du nom de Salvatore Pizzello, dit l'arnaqueur. Et je l'ai fait condamner. J'avais appris qu'il faisait des affaires ici, à Los Angeles, avec MCA Records, qui est une filiale de MCA et de Universal Studios. Et je l'ai interrogé à ce sujet. J'ai alors découvert qu'il s'agissait d'opérations de plusieurs millions de dollars. Le ministère de la Justice à Washington m'a donné son feu vert pour que j'inculpe Pizzello, et je l'ai fait condamner pour avoir touché de l'argent de MCA. Mais MCA n'a pas été coopérative, ni avec moi, ni avec le tribunal. Elle a refusé d'expliquer pourquoi Pizzello passait ses contrats de façon récurrente et comment il en était venu à faire des affaires avec l'entreprise. Il est apparu qu'il s'agissait de contrats de plusieurs millions de dollars concernant les ventes de disques, les ventes de catalogues de musique et toutes sortes d'affaires dans lesquelles aucun mafieux n'avait sa place. Notre bureau menait donc une série d'enquêtes qui avaient été approuvées au plus haut niveau à Washington. Un jour de septembre 1987, je reçois un appel d'un des avocats de MCA. Celui-ci me dit qu'ils ont trouvé un dispositif d'écoute téléphonique et que je n'ai pas le droit d'employer ce genre de méthode. Tout surpris, je dis quoi? Il me répond, nous aussi, nous avons des amis au tribunal. Le procureur général de Los Angeles a aussitôt réagi. Il n'était pas mon supérieur direct, mais il avait une certaine autorité sur notre bureau. Nous étions détachés du bureau fédéral de Washington à Los Angeles, justement pour pouvoir travailler de manière indépendante. Mais au lieu de cela, nous avons subi leur ingérence. Très rapidement, la justice a clos toutes les enquêtes et j'ai été rappelé à Washington.
J'ai été informé par mon supérieur, le patron des services de lutte contre le crime organisé, que le procureur général de Los Angeles ne voulait plus de moi dans son district. Je lui ai répondu qu'on faisait notre boulot et qu'il m'avait lui-même remis une récompense 1 mois plus tôt pour le travail que j'avais accompli. Que s'était-il passé? Personne n'a voulu me le dire. À l'évidence, la décision venait du plus haut niveau. J'ignorais à l'époque que le 9 septembre 1987, 2 semaines plus tôt, le PDG de MCA, Lou Wasserman, avait dîné avec le président Reagan, ici, à West Hollywood. Et 2 semaines plus tard, toutes les poursuites ont été abandonnées. On peut donc supposer que ce qui s'était passé pendant 1 an avant ce dîner avait été approuvé par Washington, et que la décision prise après ce dîner émanait aussi de Washington. Il s'est passé quelque chose, et on est en droit de penser que l'intervention du gouvernement s'est jouée lors de ce dîner. Marvin Rudnick s'est fait virer comme un malpropre pour avoir bien fait son travail. Le livre qui m'a démoli, c'est Dark Victory. La plupart de mes amis et des gens qui me soutiennent savent pourquoi. Quand je m'en suis pris à Reagan, à Lou Wasserman et à Sid Korczak, au sommet de leur pouvoir, cela a failli me coûter ma carrière. J'en suis ressorti détruit. À l'approche de l'élection présidentielle, on verra beaucoup dans les médias cette déification de Reagan, le conte de fées relatant sa vie et sa carrière. Les jeunes ne vont pas lire Dark Victory dans les universités. Ce ne sera pas une lecture obligatoire pour ceux qui étudient l'histoire des États-Unis. Je ne me fais pas d'illusions. Les étudiants liront les contes de fées écrits sur Reagan, les autres livres publiés à son sujet. Ronald Reagan est le héros du mouvement conservateur. Alors, quels que soient les faux pas qui ont pu entacher sa réputation, l'histoire les oubliera, du moins l'histoire telle que les conservateurs la présentent. On n'en parlera plus. Reagan n'est pas une énigme. On sait parfaitement qui il était. Et l'histoire qui dénonce les pratiques corrompues de Ronald Reagan est une histoire qui doit être racontée, surtout à la veille de l'élection présidentielle de 2016.